La tête dans les nuances vous propose sa série Tête à tête. Mon nom est Robert Aubin. À chaque rencontre, je tente de découvrir un peu plus la personnalité, l'expertise et le terrain de jeu des invités que j'accueille. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans l'univers de M. Jean-Michel Landry, professeur agrégé au département d'anthropologie et de sociologie de l'Université Carleton. Bienvenue à cette rencontre. Jean-Michel Landry, bienvenue. Merci d'avoir accepté ce tête-à-tête. Je dis d'entrée de jeu pour ceux qui vont nous suivre pendant la prochaine demi-heure qu'on va se tutoyer parce que c'est le moyen qu'on a trouvé de couper cette relation prof-élève qu'on a eue il y a moultes années. On ne dira pas le nombre d'années, ça me vieillirait trop, mais merci d'être là. Je commence avec une première question. Je suis allé visiter le site de l'Université de Carleton, si tu imagines bien. Et là, j'ai fait une définition, parce que c'est en anglais, j'ai fait une traduction libre. Alors, où tu es professeur associé, et on te définit comme étant un anthropologue socio-culturel travaillant sur les régions du Moyen-Orient et de l'Amérique du Nord. Ça, c'est ma traduction libre. C'est à peu près ça? Oui, c'est exact, oui. OK. Alors, moi, je trouvais qu'il y avait là-dedans bien peu de mots compréhensibles pour m'aider à comprendre ce que tu fais dans la vie. Alors, peux-tu élaborer sur ce titre franchement intéressant, mais un peu loin de moi? Donc, premier mot, anthropologue. Les anthropologues, on est des spécialistes des façons de vivre dans le monde. On s'intéresse à la manière dont les gens vivent, la manière dont les gens pensent, la manière dont les gens se réfléchissent ou voient le monde. Mais l'anthropologie, il y a 4 grandes branches. L'anthropologie biologique qui s'intéresse à l'évolution du corps. Parce que l'anthropologie comme telle, la racine grecque, c'est l'étude de l'homme. Donc, mais il y a plusieurs facettes. Donc, l'anthropologie physique, l'évolution physique du corps. L'archéologie fait partie de l'anthropologie. La linguistique, comment l'humain communique. Et l'anthropologie sociale et culturelle, que j'ai déjà définie comme étant l'étude des manières de voir le monde, de penser ou de vivre. Et en me décrivant comme un anthropologue socioculturel, je parle de cette branche-là qui est plus proche de la socio, de la science politique, parfois même de l'histoire, que d'autres branches de l'anthropologie comme l'archéologie ou la linguistique. Donc, ça décrit à peu près ce que c'est déjà ce que plus je clair. fais. Voilà. Pour moi et pour bien d'autres, j'imagine. J'avoue que dans le reste de la définition, l'Amérique du Nord, ça allait, ça. Ouais. Mais Moyen-Orient, j'avais déjà une question. Ouais. Parce que Moyen-Orient, Proche-Orient, quand on consulte les cartes, des fois, c'est des entités différentes. Des fois, l'une englobe l'autre. Est-ce que tu peux nous départager l'utilisation de ces termes-là pour qu'on en fasse une utilisation juste par la suite? Oui, et puis déjà de dire que c'est une terminologie coloniale, c'est une terminologie britannique. Donc, ce n'est pas des frontières qui ont émergé de la région elle-même. Habituellement, le Moyen-Orient inclut la Turquie, va parfois inclure l'Iran si on va du côté de l'Est. Et dans certaines définitions, l'Afrique du Nord. Donc, c'est cette portion-là, mais évidemment l'Est de la Méditerranée, donc Liban, Palestine, Syrie, Égypte. Donc, c'est la région qui va du nord de l'Afrique à l'est de la Méditerranée, et ça va vers l'est. Souvent, ça va inclure l'Iran et la Turquie en haut, mais il y a différentes définitions de tout ça. Parfois, la Turquie n'est pas inclue, parfois l'Iran n'est pas inclus, parfois on dit Moyen-Orient et nord de l'Afrique. Et ce qu'on appelle le Proche-Orient, généralement, c'est l'est de la Méditerranée. Donc, Palestine, Liban, Syrie, Israël. Voilà. Et pourquoi, toi, un jour, tu t'intéresses à cette région-là du globe, qui est peut-être parmi les plus méconnues des citoyens nord-américains en général? Moi, je me suis intéressé... Bon, les anthropologues, d'abord, s'intéressent traditionnellement à des sociétés étrangères. Donc, il y a des anthropologues qui travaillent au Québec aujourd'hui, mais traditionnellement, l'anthropologie s'est intéressée aux régions plus éloignées. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des anthropologues d'ailleurs qui s'intéressent à nous? Non, c'est ça l'affaire. C'est que c'est une science coloniale. C'était la manière. C'est pas pour rien qu'il d'abord, il y a l'anthropologie britannique, l'anthropologie française. C'est comme ça que ça commence. Et les anthropologues, via les régimes coloniaux, ont des accès privilégiés à l'Afrique, à l'Asie, au sous-continent indien. Et c'est comme ça que l'anthropologie se fait, parce qu'évidemment, quand on connaît les autres, on peut un peu mieux les gouverner. Et quand on les gouverne déjà, bien, on peut un peu mieux les connaître.
Donc, c'est l'origine de ça. Les sociologues, eux, travaillent sur des problématiques européennes, historiquement, et les anthropologues travaillent sur des problématiques étrangères, ce qui ne veut pas dire qu'ils étaient tous des fervents admirateurs du colonialisme, mais il reste qu'à travers C'était le véhicule. C'était le véhicule, mais c'est aussi un outil colonial. Donc ça, c'est l'histoire de la discipline, mais ça a fait que les anthropologues, généralement, travaillent à l'extérieur de l'Occident. Moi, je me suis d'abord intéressé à la Russie. J'ai fait une maîtrise à l'Université Laval ici. Je me suis intéressé à la Russie. J'ai passé fait plusieurs séjours, à peu près un an et demi en tout, à la Russie. Et à la suite de ce séjour-là, je me suis intéressé à la manière dont les gens se comprennent. Est-ce que les gens se comprennent d'abord comme un je ou faisant partie d'un nous? Comment les gens se représentent le monde? Et je m'étais intéressé à la manière dont on se représentait sa propre subjectivité sous le régime stalinien. Et ces questionnements-là m'ont amené vers des chercheurs aux États-Unis, sur la côte ouest. Et quand je suis allé étudier là-bas, à Berkeley, ceux qui portaient ces questionnements-là, ceux qui les portaient le plus loin, ceux qui faisaient les recherches les plus intéressantes sur ces questionnements-là, travaillaient sur le Moyen-Orient. Et moi, si on m'avait dit au départ que j'allais faire un doc sur le Moyen-Orient, je ne suis pas sûr que je l'aurais cru parce que je me dis, comment d'apprendre le russe, tu sais, c'est pas déjà une pas pire commande. Mais aux États-Unis, j'ai eu accès à ce savoir-là et j'ai eu accès aussi à un financement qui m'a permis d'apprendre l'arabe. C'est un bien grand mot de dire apprendre l'arabe parce qu'on a l'impression que c'est une chose qui est faite une fois pour toutes, mais c'est le combat d'une vie, du moins pour quelqu'un qui n'est pas né dans cette culture-là. Donc, de fil en aiguille, en suivant des cours, en étant intéressé par les problématiques de certains chercheurs, je me suis retrouvé à prendre la décision un jour de travailler sur le monde arabe. Et la première chose que j'ai dû faire, c'est pour ça que j'ai dû prendre ma décision assez tôt, c'est d'apprendre la langue, parce que ça prend quand même quelques années avant de penser pouvoir parler, être compris, comprendre ce qui se passe là-bas. Et au départ, je voulais travailler en Syrie. Et j'ai passé un merveilleux été dans une ville qui était magnifique. Et ça me crève le cœur de voir ce que ça en est devenu, la ville d'Alep. J'ai appris l'arabe à Alep et je comptais travailler sur la Syrie, mais il est arrivé ce qui est arrivé et je me suis retrouvé à parfaire ma maîtrise de l'arabe à Beyrouth, qui est un très mauvais endroit pour apprendre l'arabe parce que tout le monde parle anglais ou français, enfin. Mais j'ai fait ça là-bas, ce qui m'a amené à travailler sur le Liban, plus précisément la banlieue sud de Beyrouth, une région, enfin, une zone du Liban qu'on associe souvent au parti Hezbollah, mais qui est aussi autre chose. C'est donc là que j'ai résidé, cette région-là qui encore aujourd'hui a été bombardée. C'est là que j'ai résidé et c'est là que j'ai commencé mes recherches sur le Moyen-Orient. Ce qui veut dire que le choix de l'anthropologie, c'était un choix délibéré au moment des études. Le reste, après, c'est des carrefours auxquels tu décides de tourner à droite ou à gauche. Tout à fait. Je veux dire, d'une lecture à l'autre, d'une rencontre à l'autre, d'une conversation à l'autre, pas toujours avec des profs, mais avec des étudiants, avec d'autres chercheurs, on vient s'intéresser à certaines problématiques. Parfois, il y a des anthropologues qui sont passionnés par une région du monde dès le départ, qui vont travailler sur l'Inde du début à la fin. Moi, c'est des questionnements, des lectures, des perspectives d'analyse qui m'ont mené du Québec vers la Russie, ensuite au Moyen-Orient. Et sachant qu'avant ça, j'avais fait un petit détour par l'Amérique latine. Tant qu'à y être. Mais d'un questionnement à l'autre, encore une fois. Oui, ce qui a été difficile pour moi parce que... Pour apprendre l'espagnol cette fois-là, j'imagine. Oui, c'est ça l'affaire. C'est que je ne suis pas quelqu'un qui a de la facilité avec les langues étrangères. Et je le sais parce que j'ai été souvent dans des cours d'espagnol, de russe et d'arabe. Je ne suis jamais très bon par rapport aux autres. Et je déteste apprendre des langues étrangères, mais pour faire l'anthropologie ou la faire de manière rigoureuse, il faut faire ça. Et vu que je chemine de questionnement en questionnement, j'ai été appelé à apprendre plusieurs langues, bien malgré moi. On te retrouve aussi comme chargé de cours à l'Université Laval.
Est-ce que ça, c'est encore... Non. Ça, c'est un passage? C'est un passage. C'est-à-dire que durant mes années doctorales aux États-Unis, l'Université Laval avait développé, avant la pandémie, toute une panoplie de cours en ligne. Donc, on m'a proposé de donner des cours sur le Moyen-Orient en ligne durant mon doctorat. Donc, j'ai fait ça à partir du Moyen-Orient, carrément. De Beyrouth, j'enseignais sur le monde arabe. Ça permet quand même une relation plus distante avec les étudiants. J'allais te demander si tu te reconnaissais dans les étudiants qui choisissent anthropologie à ce moment-là. À ce moment-là ou aujourd'hui? À ce moment-là, puisqu'aujourd'hui, tu n'enseignes plus ou tu enseignes? Non, j'enseigne à Carleton. J'enseigne à l'université à Carleton. Là, la différence, c'est que c'est en anglais. Mais là, c'est ça. Là, j'enseigne pas comme chargé de cours. Ou tu es encore en des cours en anglais, non? Non, ça va. Ça va parce que j'ai appris l'arabe à travers l'anglais. Fait qu'on fait une pierre deux coups. Ce qui est souvent le cas des traducteurs, par exemple, au Parlement européen, on appelle ça les langues pivots. Ouais. C'est-à-dire que le traducteur arabe ne passe pas nécessairement du français à l'arabe, mais du français à l'anglais. Puis lui, il traduit de l'anglais à l'arabe. C'est que si jamais tu cherches une autre carrière, tu pourrais peut-être te diriger vers la traduction. Mais je reviens à ma question. Donc, à Carleton, est-ce que tu te reconnais dans le parcours des étudiants qui s'inscrivent? Je me reconnais, oui, dans le parcours des étudiants qui s'inscrivent. Seulement, les étudiants d'aujourd'hui sont intéressés souvent par des problématiques beaucoup plus près d'eux que nous à l'époque. Les Autochtones, je me souviens quand moi j'ai fait ma maîtrise à l'Université Laval, et même les étudiants de doctorat à l'Université Laval ne s'intéressaient pas nécessairement à la problématique autochtone. C'était souvent ceux qui poursuivaient des études autochtones, souvent les Européens là, qui venaient chercher un bon sauvage canadien là, et qui étudiaient ça. Les Québécois ne s'intéressaient pas beaucoup à ça, les Canadiens non plus. Et ça, c'est des problématiques qui sont très, très importantes actuellement chez les Canadiens. Et les gens qui vont travailler sur le Moyen-Orient, de plus en plus, sont eux-mêmes arabes. Donc, ce à quoi on assiste en anthropologie, c'est de plus en plus les gens travaillent sur leur propre culture à travers les outils de l'anthropologie, mais souvent, donc moi, les étudiants que je dirige au Moyen-Orient sont à peu près tous issus de la région, parfois de deuxième génération, mais ce qui est franchement un atout pour eux parce qu'ils parlent l'arabe. Ils n'ont pas à l'apprendre parce que c'est des coûts et c'est du temps, et les études, c'est cher. Donc, j'ai l'impression que les générations les plus jeunes en anthropologie vont moins travailler sur quelque chose qui est loin d'eux. Ils vont travailler, souvent les Canadiens, sur des problématiques canadiennes comme les Autochtones ou même des problématiques plus sociologiques carrément. Et c'est des gens qui nous viennent d'ailleurs, de plus en plus d'étudiants étrangers, et c'est eux qui vont étudier l'Afrique, mais ça va être souvent par des Africains, des Indiens vont s'intéresser à l'Inde, mais à travers un regard anthropologique. Donc, ils cherchent un petit peu à comprendre un peu mieux, un peu plus profondément leur culture, leur milieu, leur propre histoire parfois, mais à travers les outils de l'anthropologie. Donc ça a changé un petit peu. Moi, je cherchais à comprendre davantage qui tu étais devenu. Alors, j'ai fouillé tout ce que le net pouvait m'offrir pour voir, entre autres, un certain nombre d'articles qui portaient ta signature, que j'ai lus et sur lesquels j'aimerais t'entendre développer un peu. Entre autres, tu as écrit un article autour d'un anthropologue contemporain qui semble être important à tes yeux, Talal Assad, si ma prononciation est exacte. Et dont l'essentiel des travaux porte sur le post-colonialisme. Alors, je pense qu'avec le panel qu'on vient de faire, on comprend pas mal la lignée ou l'importance de ce mode d'appropriation qui est le colonialisme. Mais tu écris dans cet article-là, et là, je te cite, « Le rapport de force qui s'est établi entre l'Occident et sa périphérie n'est pas extérieur à l'anthropologie, si bien que plusieurs des concepts, approches et modes d'objectivation porte l'empreinte des rapports d'inégalité qui parcourent le globe. » Là, fin de la citation. Je me suis dit, est-ce à dire que l'anthropologie porte en elle-même un biais quand elle porte un regard sur une situation qu'elle veut analyser, parce que la plupart des anthropologues sont issus de ce mode colonialisme, consciemment ou inconsciemment? Je pense que la plupart des anthropologues vont dire qu'il n'y a pas de regard sans biais.
Parce que si on regarde le mur qui est là, on le regarde tous d'une certaine perspective. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une meilleure que d'autres, mais on ne peut pas le voir autrement qu'à travers nos yeux qui sont toujours positionnés. Et l'objectif des anthropologues, mais c'est peut-être l'objectif de n'importe quelle personne qui pose un regard, c'est d'essayer de se sortir de ce biais-là, d'essayer de voir la chose sous plusieurs angles, mais ça suppose de parler à d'autres personnes. Donc, si toi et moi, on se parle, on a deux visions du mur et on le voit sous deux angles différents, on peut peut-être mieux le comprendre. Donc, l'anthropologue, oui, se présente sur le terrain. Dans son sac à dos, il y a des concepts, il y a un savoir qui vient essentiellement des universités du monde euro-atlantique. Mais il cherche à comprendre comment une autre personne voit le monde. Donc, oui, il y a dans ce sac à dos-là un paquet de biais, un héritage colonial, mais dont il cherche, tant bien que mal, à se défaire. Mais ça, c'est une visée. On ne peut pas dire que l'anthropologie est pour autant neutre. Elle est toujours portée d'un regard et elle porte une histoire. Même si, depuis, les anthropologues s'intéressent aussi au colonialisme lui-même, donc pas seulement aux colonisés, ce qui était historiquement le projet de l'anthropologie, de comprendre, oui, les peuples africains, mais quand on regarde quels peuples les anthropologues étudiaient, c'était généralement des peuples sous domination coloniale. Maintenant, les anthropologues vont aussi étudier le colonialisme lui-même, étudier l'État, étudier les administrations, étudier la police, étudier l'armée, étudier les tribunaux, les appareils juridiques. Donc, c'est plus simplement un regard du dominant ou de quelqu'un issu d'une société dominante vers un dominé, mais parfois un regard vers la domination elle-même. Mais à travers les outils qui sont de l'anthropologue, c'est-à-dire ses yeux, ses oreilles et son calepin. C'est-à-dire on observe, on pose des questions, on essaie de participer à ce qui se fait devant nous pour essayer, avec notre corps, mais aussi avec notre tête, de comprendre ce qui est en jeu. Je t'amène sur un tout autre sujet, tout aussi intéressant. Il y a un autre article que j'ai trouvé qui est intitulé « La fabrique séculière du droit musulman ». Alors, dans lequel, si je résume grossièrement, tu dis qu'on ne peut comprendre la pratique du droit familial musulman qu'à condition de s'attarder également à la manière dont les États séculiers façonnent ce qu'ils désignent comme étant le religieux. Est-ce que ça nous permettrait d'avoir un meilleur éclairage ou une vision plus avisée, par exemple, de ce qu'on fait au Québec avec la loi 21? Parce qu'on a beau s'attaquer à la religion ou aux religions dans son sens le plus large en disant qu'on veut une société laïque, bien, les musulmans sont toujours visés, prioritairement, je dirais. Est-ce que ça, c'est un exemple de ce regard qu'il faut avoir, de se retirer? Si on veut comprendre le musulman, c'est pas qu'une religion. C'est pas qu'une religion, et moi, j'ai l'impression que le terme de religion nous piège d'une certaine façon, parce que, d'abord, si on parle d'islam, c'est une tradition de pensée particulière. Si on parle du christianisme, c'est une autre tradition de pensée très distincte, même si, évidemment, il y a un tronc commun, là, hébraïque, là, mais les religions autochtones, c'est d'autres trajectoires complètement, mais on met tout ça dans le gros sac de la religion parce que, je ne sais pas, on suppose que c'est pas de la raison ou il y a des superstitions, il y a des croyances. Et on dit tout ça, c'est des religions, donc on légifère sur ce qu'on appelle le religieux. Et ce que ça provoque chez une certaine génération de Québécois, c'est, pour ce qui est de la loi 21 ou les règles, c'est une adhésion parce qu'on a l'impression qu'au Québec, dans notre trajectoire particulière, le religieux, ça appartient au passé. Donc, c'est important de se débarrasser de ces religions-là. Ce dont on s'est débarrassé historiquement au Québec, c'est du christianisme. Ça ne veut pas dire que l'islam est un retour en arrière, nécessairement, mais c'est parce qu'on fait l'amalgame de toutes ces traditions, des traditions de pensée-là, qui, parfois, ont absolument rien à voir, mais on met ça dans le gros sac du religieux, et là, on juge l'islam à partir du prisme du catholicisme. On va dire, ouais, ça n'a pas de bon sens qu'il fasse ci, c'est pas ça. Il y a ce passage en commission parlementaire d'une famille, c'est tristement célèbre, d'une famille qui décrit un voyage au Maroc. C'est dans le cadre de la commission Bouchard-Taylor. Et ils nous disent, c'est des gens
tradition catholique, ou des Québécois formés dans une société profondément catholique, ils nous disent à quel point l'islam, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Ils nous ont demandé d'enlever nos souliers quand on est rentré. Imaginez-vous, ils se mettent à terre. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas de la religion, ça. Donc, on a toujours l'impression que l'islam, c'est une religion qui exagère. Imaginez-vous, il prie dans la rue. Mais c'est juste que c'est une autre façon de vivre le divin. Mais c'est pas parce qu'on s'est débarrassé d'une certaine emprise de la religion sur la politique, pour être précis, du christianisme sur la politique, qu'il faut nécessairement légiférer sur toutes les religions. Et on ne peut pas juger l'islam à partir des normes du christianisme ou des normes du catholicisme, parce que là, on est en train de se contraindre dans ce qu'on essaie de comprendre. C'est un biais et il est énorme. Donc, j'ai l'impression que quand on parle de religion, ce qu'on a en tête, c'est le christianisme. Et c'est sûr que là, il y a plein de choses qui ne rentrent pas dans cette catégorie-là puis qui nous apparaissent ou bien incongrues, ou bien extravagantes, ou bien carrément insensées. Mais c'est seulement que, évidemment, on prend comme point de départ que la religion, c'est le christianisme. C'est sûr qu'il y a des choses qui ne rentreront pas dans ce cadre-là. Pour en faire une analyse juste, si on fait en faire ça ne juste, peut pas être juste basé sur nos référents. Et idéalement, des lois justes, parce que c'est ça qui a un impact sur les gens qui vivent ces foi-là. Donc, peut-être essayer d'ouvrir cette notion-là de religion qui, encore une fois, historiquement, est calquée sur l'histoire du christianisme, parce que c'est un concept occidental. Donc, si on parcourt le monde puis on dit on cherche du religion, on va probablement chercher des choses qui ressemblent au christianisme et on va probablement échapper des choses qui ne font pas partie du christianisme parce que c'est le prisme à travers lequel on essaie de comprendre les rapports les rapports à l'au-delà, pour être très vaste. Mais encore là, est-ce qu'il y a toujours un au-delà dans toutes les traditions spirituelles? Je ne le sais pas. Mais il faut peut-être se prendre un peu de recul, une sorte de distance critique vis-à-vis de cette notion-là de religion qui, je pense, très concrètement, dans des débats qui nous occupent au Québec, je pense que ça nous piège. Troisième thématique que j'aimerais aborder avec toi, j'en profite puisque tu es là, c'est celle du terrorisme. Là, tu as coécrit avec Samer Gamroun, je ne sais pas, ça ressemble à Amroun, il n'y a pas de Ramroun. OK. Merci d'être là. Bon, un article pour la revue Ababar dont le titre est « Qu'est-ce que le terrorisme? » Et ça, s'il y a une question qui nous préoccupe particulièrement, c'est celle-là parce que c'est dans la bouche de tout le monde et bien peu de gens arrivent à la définir. Or, dans la conclusion de l'article que j'ai lu, il y avait un passage où il était écrit « Elle, tu parlais de l'éthique du terrorisme à ce moment-là, elle abrite, entre autres choses, un mystérieux pouvoir, celui de condamner certaines formes de violence de masse et, inversement, de transformer des actes tout aussi aveugles et meurtriers en répercussions logiques, prévisibles, voire banal. » Est-ce que c'est les gouvernements ou le traitement médiatique qui va guider notre indignation face à des actes terroristes? Et comment on peut arriver à dire, oui, ça, c'en est un, ça, c'en est pas, peut-être parce que je suis capable de le comprendre. Qu'est-ce qui va définir l'acte terroriste? Bien, l'acte de terrorisme, par définition, utilise la terreur comme arme politique. Mais je pense que quand on cherche à bombarder, par exemple, on en parlait tout à l'heure, la banlieue sud de Beyrouth, pour que, par la terreur, les populations de cette région-là se désolidarisent du Hezbollah, on pratique le terrorisme. Mais rarement, on a parlé de ces pratiques-là, de ces événements-là comme du terrorisme. Pourtant, de dire, on veut que la peur fasse que parce que c'est des populations musulmanes chiites, que les chiites cessent d'appuyer le Hezbollah, que le Hezbollah disparaisse comme acteur politique de la région, je pense qu'on pratique le terrorisme. Une définition, il me semble, à peu près consensuelle, voudrait que l'usage de la terreur en politique, de la peur, relève du terrorisme. Et il y a des gestes comme des campagnes qui ne sont pas décrites comme telles, mais qui, à mon avis, relèvent du terrorisme. Donc, qu'est-ce qu'on décide de nommer terrorisme? Qu'est-ce qu'on décide de ne pas décrire comme le terrorisme? C'est une question qui est politique, finalement. Ça dépend des appuis qu'on a et des appuis qu'on cherche à gagner. Et oui, ça
ça passe par les médias parce qu'on n'a pas accès au gouvernement. Enfin, les décisions gouvernementales sont souvent filtrées par les médias. Les mots que les médias utilisent ont un impact sur l'émotion qu'on ressent vis-à-vis d'une population ou d'une autre. Mais le citoyen peut-il arriver à se faire sa propre tête de ce qu'est un acte de terrorisme ou un groupe terroriste en disant « je suis d'accord avec la position de mon gouvernement » ou pas du tout parce que ça ne rencontre pas ma définition? Oui, tout à fait, mais c'est sûr surtout des guerres comme celle du Proche-Orient qui sont si lointaines et auxquelles on a accès par le biais de médias qui ont des accès ou qui n'ont pas d'accès, c'est sûr qu'on peut se faire une tête, mais on ne vit pas en circuit fermé non plus. On est constamment exposé à ces images-là. Mais que des gestes de terrorisme, que ce soit au Liban ou ailleurs, posés récemment par l'État israélien, soient reconvertis dans l'espace médiatique comme des gestes d'autodéfense, c'est quand même inouï. Et c'est parce que, précisément, des termes comme ça ne sont pas utilisés, alors que c'est très clair, c'est des objectifs politiques de désolidariser certains Libanais d'un parti politique en particulier. Et on sait que ce parti politique-là pose une menace à l'État sioniste. Mais quand on cherche à utiliser la peur ou la terreur pour que ce lien-là se défasse, quand on bombarde des villages chrétiens pour les empêcher d'accueillir des réfugiés, des co-citoyens qui viennent des régions chiites, on dit « nul ne sera à l'abri s'il y a des chiites ici ». Si ce n'est pas la peur ou la terreur qu'on cherche à semer, je ne sais pas c'est quoi. Et si l'utilisation de la peur en politique, c'est le terrorisme, bien, je pense qu'on devrait parler de ces gestes-là comme des gestes de terrorisme. Merci. Je finis sur une note beaucoup plus légère. Ouais. Après ma déception d'avoir appris que tu avais abandonné la clarinette, semble-t-il que tu t'es mis au cyclisme et que tu es un fervent du Paris-Brest. Mais il y a quelque chose de particulier dans cette, j'ose pas dire course, dans cette aventure. Pourquoi tu choisis de participer? Parce qu'il me semble qu'il y a un lien de solidarité qui s'exprime encore dans cette épreuve qui est le Paris-Brest et qui te caractérise probablement dans tout ce que tu fais. Un lien de solidarité, Mais en ce sens qu'on ne recherche pas nécessairement la première place. Là. Non, il n'y a pas de première place d'abord. C'est pas une course. Il n'y a pas de première place. Il faut dire, Paris-Brest, c'est une tradition particulière en vélo, c'est de la randonnée. Il n'y a pas de gagnant, il y a seulement des gens qui le terminent. Donc, il n'y a pas cette pression-là, il n'y a pas cette ambiance-là, j'ai envie de dire. Et pour un anthropologue, d'être à vélo pendant plusieurs jours, avec des gens de partout dans le monde, et rouler à un rythme, parce que c'est long, on ne peut pas aller très vite, à un rythme où on peut parler. Donc, de pouvoir parler avec des gens de partout dans le monde sur un vélo et parler à des gens qui n'ont rien d'autre à faire que parler, parce qu'il faut briser la solitude quand même sur ces longues distances-là, bien, c'est parfaitement grisant, je veux dire. C'est la balade des gens heureux, comme dirait la chanson. Oui, voilà. Et sans compter qu'on traverse une région de la France qui est très peu visitée et qu'on passe d'une fête de village à une autre fête de village. Il y a une culture là qui se met en scène. Et on est plusieurs personnes d'un peu partout dans le monde. C'est fantastique. On oublie l'effort. Ben, on t'en souhaite une autre et une autre, tant que tu en auras le goût d'y participer. Merci infiniment d'être passé à ce tête-à-tête. C'est un grand plaisir de te revoir. Merci.